Le téléphone sonna un mardi, et Aria Washington crut à un simple appel commercial. Elle faillit ne pas répondre, les mains dans la farine, tandis qu'elle préparait le dîner pour le retour de Jonathan. Mais quelque chose la poussa à s'essuyer les mains et à décrocher. « Bonjour, est-ce Aria Washington ?» Sa voix était douce, assurée, avec un léger accent qu'elle ne parvenait pas à identifier. « Oui, c'est elle. J.E.M. m'appelle Isabella Romano. Je crois qu'il est temps qu'on parle. » Aria sentit un frisson lui parcourir l'équine. Quelque chose dans le ton de la femme lui serra l'estomac. « Je suis désolé, est-ce que je te connais? Tu ne me connais pas, mais je te connais très bien. Je sais que tu prépares le café de Jonathan avec 2 sucres tous les matins. Je sais que tu repasses ses chemises le dimanche soir. Je sais que tu penses qu'il est en déplacement professionnel depuis 6 mois. » La cuillère farinée a glissé de l'autre main d'Aria et a atterri sur le sol de la cuisine. « Qui est-ce? » « Je suis la femme avec qui ton mari vit. Je suis aussi la femme qui possède désormais toute son entreprise. » Ces mots frappèrent Aria comme un coup de poing. Elle agrippa le comptoir de la cuisine, les genoux soudainement faibles. « De quoi parles-tu? Jonathan n'est pas parti en voyage d'affaires, Aria. Il est avec moi. Et pendant que tu jouais l'épouse parfaite, il a cédé tout ce que tu croyais t'appartenir. L'entreprise, la maison, les comptes épargne. Tout est à moi maintenant. » L'esprit d'Aria tournait. Jonathan possédait une agence de marketing prospère qu'ils avaient bâtie ensemble au cours de leurs 8 années de mariage. C'est elle qui avait suggéré le nom, conçu le premier logo, travaillé de nuit à remplir des enveloppes alors qu'ils n'avaient pas les moyens d'embaucher du personnel. « C'est impossible, » murmura Aria. « Je devrais approuver toute décision commerciale importante. Nous sommes mariés. » Le rire d'Isabella était glacial. « Oh chérie, tu as tout approuvé. Au moins, ta signature le dit. » La cuisine tournoyait autour d'Aria. Elle se souvenait de tous ces papiers que Jonathan avait rapportés à la maison au cours de l'année écoulée, lui demandant de signer des documents professionnels de routine, pendant qu'elle préparait le dîner ou aidait les enfants de leurs voisins à faire leurs devoirs. Elle lui avait fait entièrement confiance, sans jamais lire les petits caractères. « Je ne te crois pas. Alors vérifie tes comptes bancaires. Vérifie l'acte de propriété de ta maison. Vérifie tout, Aria. Tu constateras que tu ne possèdes légalement rien. » Jonathan s'en est assuré. Les mains d'Aria tremblaient tandis qu'elle essayait de comprendre ce qu'elle entendait. « Pourquoi me dis-tu ça? Parce que je veux que tu saches que si Jonathan rentre ce soir avec des fleurs et des excuses, en prétendant qu'il a été retardé à Chicago, il ment. Il était dans mon lit. Et maintenant, il a tout perdu contre moi au poker. » « Au poker? Ton mari a un problème de jeu, Aria. Un sérieux problème. Il doit de l'argent à des gens très dangereux. Il a donc parié avec l'entreprise, pensant pouvoir gagner gros et les rembourser. Il a perdu. Tout m'appartient désormais. » Le téléphone glissa des doigts engourdis d'Aria, mais elle entendait encore la voix d'Isabella dans le haut-parleur. « Les papiers seront remis demain matin. Je pensais que tu méritais d'être informé avant que les avocats ne frappent à ta porte. » Aria se tenait dans sa cuisine, entourée des preuves de la vie qu'elle croyait avoir. Les photos de famille sur le réfrigérateur, la tasse à café que Jonathan lui avait offerte pour leur anniversaire, le repas qu'elle préparait pour un homme qui lui mentait depuis des mois. Elle décrocha le téléphone, les mains tremblantes. « Isabella, je suis là. Combien de temps? 2 ans. 2 ans. 2 ans de mensonges, de faux voyages d'affaires, à dormir chaque nuit aux côtés d'un inconnu. » Aria sentit quelque chose se briser en elle, mais ce n'était pas son cœur. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui l'avait retenu toute sa vie. « Aria, tu es toujours là? » « Oui. » Sa voix était plus posée maintenant. « Oui, je suis là. Je sais que c'est un choc. Mais il y a autre chose que tu dois savoir. » Aria se prépara. Comment pourrait-il y avoir plus? Jonathan n'est pas l'homme que nous pensions tous les deux. Et je pense que nous méritons tous les deux mieux que d'être ses victimes. La ligne resta silencieuse un instant. Aria entendait son propre cœur battre dans ses oreilles. « Qu'est-ce que tu veux dire? » « Je veux dire, il est peut-être temps qu'on arrête de laisser Jonathan contrôler nos vies. Il est peut-être temps que nous prenions les choses en main. » Avant qu'Aria puisse répondre, elle entendit la clé de Jonathan dans la porte d'entrée. Son mari était à la maison, probablement avec des fleurs et des mensonges, comme Isabella l'avait prédit. « Je dois y aller, » murmura Aria. « Réfléchis à ce que j'ai dit. Je t'appelle demain. » La ligne fut coupée juste au moment où Jonathan entrait dans la cuisine, un bouquet de roses à la main et un sourire qui paraissait désormais complètement faux. « Eh, ma belle,
désolé pour le retard. Le vol de Chicago était retardé. Il l'embrassa sur la joue et elle sentit un parfum qui n'était pas le sien. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Arya regarda son mari depuis 8 ans, cet homme qu'elle avait aimé, soutenu et en qui elle avait eu confiance, et réalisa qu'elle avait devant elle un parfait inconnu. Le dîner n'est pas encore prêt, dit-elle d'une voix étonnamment calme. Parle-moi de Chicago. Jonathan se lança dans son récit de la réunion avec son client de Chicago, ses mots coulant avec aisance, comme s'il les avait répétés. Arya observa son visage, remarquant des choses qu'elle n'avait jamais vues auparavant. La façon dont son regard se tournait vers la gauche quand il mentait. La façon dont il touchait son col quand il était nerveux. La façon dont il évitait de la regarder directement. Le client souhaite donc étendre sa campagne à l'échelle nationale, et il a dit qu'il allait desserrer sa cravate. Cela impliquera davantage de déplacements, mais la commission sera énorme. Plus de déplacements, plus de mensonges, plus de temps avec Isabella. C'est merveilleux, s'entendit dire Arya. Depuis combien de temps travaillez-vous avec ce client de Chicago? Une lueur traversa le visage de Jonathan. Environ 6 mois. Pourquoi? 6 mois. Pendant le même temps qu'Isabella avait dit avoir passé avec lui. Juste par curiosité. Tu ne les as jamais mentionnés auparavant. Jonathan haussa les épaules et se dirigea vers le réfrigérateur pour prendre une bière. Les affaires sont les affaires, chérie. Tu sais que je n'aime pas t'ennuyer avec les détails. Mais Arya se souvenait d'une époque où Jonathan partageait tout avec elle. Quand ils avaient bâti l'entreprise ensemble, veillant tard à la table de leur cuisine, planifiant des campagnes et rêvant d'avenir. Quand avait-il cessé de l'inclure? Quand était-elle devenue quelqu'un qu'il devait protéger des détails ennuyeux? Jonathan, dit-elle prudemment, j'envisageais de m'impliquer à nouveau davantage dans l'entreprise. Je pourrais peut-être aider avec certaines campagnes marketing. Il a failli s'étouffer avec sa bière. Quoi? Pourquoi faire ça? J'ai aussi un diplôme en marketing. J'ai aidé à créer l'entreprise. Je me suis dit que ce serait sympa de retravailler ensemble. Arya, tu sais à quel point le monde des affaires est stressant. Tu es heureuse ici, à t'occuper de la maison et à faire du bénévolat. Pourquoi voudrais-tu changer ça? Elle le fixa du regard. Quand avait-il décidé de ce qui la rendait heureuse? Quand son propre mari avait-il commencé à la traiter comme une enfant incapable de gérer la réalité? Peut-être que je veux plus que ça, dit-elle doucement. Le visage de Jonathan se durcit. Plus que quoi? Plus que notre belle maison? Plus que la vie confortable que je lui offre? Plus qu'être marié à un homme d'affaires prospère? Plus que d'être tenu dans l'ignorance de ma propre vie? Les mots lui échappèrent avant qu'elle puisse les retenir. Les yeux de Jonathan se plissèrent. Qu'est-ce que ça veut dire? Le téléphone d'Arya vibra, un SMS lui parvint. Sans réfléchir, elle y jeta un coup d'œil. Le message provenait d'un numéro inconnu. Vérifiez votre email. Hier, Isabella lui avait envoyé quelque chose. Arya, je t'ai posé une question. Elle leva les yeux vers Jonathan, cet inconnu au visage de son mari. Ça veut dire que je veux à nouveau faire partie de l'entreprise. Je veux consulter les comptes, rencontrer les clients, comprendre notre situation financière. Ce n'est pas indispensable. Je m'occupe de tout. C'est aussi mon affaire, Jonathan. Juridiquement, je suis associé à parts égales. Une lueur froide traversa son regard. En fait, ce n'est plus tout à fait exact. Le sang d'Arya s'est glacé. Que voulez-vous dire? On a restructuré l'entreprise. D'un point de vue fiscal, c'est très compliqué. Mais au final, l'entreprise est plus efficace avec une structure à propriétaire unique. Un propriétaire unique? Vous, la personne qui gère l'entreprise au quotidien. Arya sentit la pièce tourner à nouveau. Quand est-ce arrivé? Ces derniers mois. Tu as signé tous les papiers. Tu ne t'en souviens pas? Elle se souvenait avoir signé des papiers, lui faisant confiance, sans jamais lire les petits caractères. Isabella dit la vérité. Je veux voir ces papiers. Là, au bureau. Écoute, Arya, c'est exactement pour ça que je m'occupe du côté commercial. Tous ces détails juridiques te stressent sans raison. Sans raison? Sa voix montait. Tu as changé la propriété de notre entreprise sans me l'expliquer, et tu penses que je n'ai aucune raison d'être stressé? Jonathan posa sa bière et s'approcha d'elle, les mains levées dans ce qui était probablement censé être un geste apaisant. Chérie, tu t'énerves pour rien. Crois-moi, tout va bien. Mais Arya s'éloignait de lui. Ne me dis pas ce que je ressens. Ne me dis pas que ce n'est rien. Et ne me dis pas de te faire confiance. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tout. Tout lui était arrivé. 8 années à être traité comme une enfant.
8 années à être exclu des décisions concernant sa propre vie. 8 ans à faire confiance à un homme qui lui avait menti en face. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre SMS d'Isabella, regardez l'email. Maintenant, j'ai besoin d'air, dit Arya en attrapant son téléphone et en se dirigeant vers la porte de derrière. Arya, attends. Parlons-en. Mais elle était déjà dehors, les mains tremblantes, tandis qu'elle ouvrait son courriel. Il y avait des documents joints. Relèves bancaires. Documents juridiques. Actes de propriété. En les parcourant, ses pires craintes se confirmèrent. La maison n'était plus à son nom. Les comptes professionnels étaient vides. Tout ce qu'ils avaient construit ensemble avait disparu. Mais il y avait autre chose dans le courriel, un mot d'Isabella. Voici des copies de tout ce que Jonathan m'a confié. Mais il ignore quelque chose, certains de ces documents ont été signés sous de faux prétextes. Certaines de ces signatures ont été falsifiées sur des documents qui nécessitaient votre consentement. Nous avons des raisons de contester cela. Si vous souhaitez reprendre votre vie en main, retrouvez-moi demain au Riverside Café à 14 heures. Venez seul. Arya lut le message 3 fois, l'esprit s'emballant. Isabella, la femme qui avait détruit son mariage, lui proposait de l'aider à se défendre. Par la fenêtre de la cuisine, elle voyait Jonathan faire les 100 pas, cherchant probablement un moyen d'arranger les choses. Comment la garder calme et obéissante, ignorant ce qu'il avait réellement fait. Pendant 8 ans, elle avait été l'épouse parfaite. Soutiennante, confiante, faisant toujours passer ses besoins en premier. Elle avait renoncé à ses ambitions professionnelles pour soutenir ses rêves. Elle avait refusé des offres d'emploi pour être disponible quand il avait besoin d'elle. Elle s'était fait de plus en plus petite, jusqu'à presque disparaître. Mais plus maintenant. Arya tapa une réponse à Isabella, « Je serai là ». Puis elle effaça le message, rangea son téléphone dans sa poche et retourna à l'intérieur pour faire face à son mari. « Tu vas mieux » demanda Jonathan d'une voix prudemment neutre. « Beaucoup mieux » mentit Arya en lui adressant le sourire qu'il attendait. « Tu as raison. Je m'énervais pour rien. » Le soulagement inondait son visage. « Bien. Je déteste quand on se dispute. Moi aussi, dit-elle sincèrement. Parce qu'après-demain, ils ne se disputeraient plus jamais. Après-demain, elle n'aurait plus à se faire passer pour quelqu'un d'autre. Après-demain, Jonathan découvrirait que la femme à qui il avait menti pendant 2 ans en avait assez d'être une victime. Arya dormit à peine cette nuit-là. Elle était allongée à côté de Jonathan, l'écoutant respirer, se demandant combien de nuits il avait passé à côté d'Isabella. Chaque fois qu'il bougeait dans son sommeil, elle luttait contre l'envie de lui avouer tout ce qu'elle savait. Au lieu de cela, elle attendait. À 6 heures du matin, elle se glissa hors du lit et prépara du café, suivant leur routine matinale habituelle. Jonathan descendit à 6h30, comme toujours, pour ajuster sa cravate. Une grosse journée en perspective, demanda Arya en lui versant son café avec 2 sucres. Juste les rendez-vous habituels avec les clients. Il l'embrassa sur le front et elle dut se forcer à ne pas s'écarter. Je risque d'être en retard ce soir. Ce client de Chicago veut dîner. Plus de mensonges. Plus de temps avec Isabella. Bien sûr, dit Arya. Je garderai le dîner au chaud. Après le départ de Jonathan, Arya s'assit à sa table de cuisine avec son ordinateur portable, les yeux rivés sur le courriel qu'Isabella lui avait envoyé. Les documents étaient accablants. Un langage juridique qu'elle ne comprenait pas, des états financiers dénués de sens et des signatures qui ressemblaient aux siennes, mais qui lui semblaient étrangères. Elle avait besoin d'aide. Carmen Rodriguez avait été la colocataire d'Arya à l'université et était désormais l'une des avocates en droit de la famille les plus respectées de la ville. Elles étaient restées proches au fil des ans, même si Arya s'était toujours sentie un peu intimidée par le succès de Carmen. Tandis qu'Arya jouait l'épouse bienveillante, Carmen bâtissait un empire juridique. Arya l'appela à 9 heures. « C'est une surprise, » dit Carmen d'une voix chaleureuse. « Comment vas-tu, étranger ?»« Carmen, j'ai besoin de ton aide. Aide professionnelle. » La chaleur dans la voix de Carmen s'est transformée en inquiétude. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Je pense que mon mari m'a escroqué. Et je crois que je suis sur le point de faire quelque chose qui pourrait être soit très intelligent, soit très stupide. Pourrais-tu être plus précis ?» Arya lui a tout raconté. Le coup de fil d'Isabella, les documents, la réunion prévue cet après-midi-là. Carmen écoutait sans m'interrompre. « Jésus, Arya, pourquoi ne m'as-tu pas appelé plus tôt ? Parce que je lui faisais confiance. Parce que je pensais qu'on était partenaires. Parce que j'étais un idiot. Tu n'étais pas un idiot.
Vous étiez marié à quelqu'un qui a abusé de votre confiance. Il y a une différence. Pouvez-vous m'aider? Je peux consulter les documents. Mais Aria, es-tu sûr de vouloir rencontrer cette Isabella? Elle n'est pas vraiment innocente. Je sais, mais elle est la seule à avoir les informations dont j'ai besoin. Alors je viens avec toi. Elle a dit de venir seule. Je me fiche de ce qu'elle a dit. Tu ne te lanceras pas dans cette situation sans soutien juridique. Si cette femme veut vraiment t'aider, elle comprendra. À 14 heures, Aria et Carmen sont entrés au Riverside Café. Isabella était déjà là, assise à une table dans un coin, et elle ne ressemblait en rien à ce qu'Aria avait imaginé. Elle était belle, certes, mais d'une manière soignée et professionnelle. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière en un chignon parfait, son tailleur était coûteux mais classique, et ses bijoux, discrets mais manifestement précieux. Elle avait l'air d'être à sa place dans une salle de réunion, pas dans une affaire sordide. « Tu as amené un avocat, » dit Isabella alors qu'ils approchaient. « J'ai amené mon ami, » répondit Aria. « Carmen Rodriguez. » Isabella l'observa un instant, puis hocha la tête. « Intelligent. J'aurais fait pareil. » Ils ont calmé la tension qui les régnait. « Alors, dit Aria, explique-moi comment tu es passé de coucher avec mon mari à devenir propriétaire de son entreprise. » Le sourire d'Isabella était froid. « Votre mari m'a abordé il y a 2 ans lors d'une conférence d'affaires. Il m'a dit qu'il était divorcé et qu'il cherchait un investisseur pour son agence de marketing. Il était charmant, il avait du succès et de grands projets. Mais vous avez découvert qu'il était marié. Finalement. Mais à ce moment-là, j'avais déjà investi beaucoup d'argent dans son entreprise. Cet argent lui servait à financer son train de vie avec moi. Diners coûteuses, week-ends, cadeaux. Carmen se pencha en avant. Et les jeux d'argent? Ça a commencé il y a environ 6 mois. Jonathan pensait pouvoir gagner rapidement de l'argent pour rembourser des prêts qu'il avait contractés sur l'entreprise. Au lieu de cela, il a tout perdu, y compris mon investissement. Alors vous avez pris son entreprise. J'ai pris ce qui m'appartenait légalement. Jonathan a signé des documents me donnant une participation en échange de mon investissement continu. Lorsqu'il a manqué à notre accord, je suis devenu actionnaire majoritaire. Aria s'est senti mal. Et ma signature sur ces documents? Isabella et Carmen échangèrent un regard. C'est là que les choses deviennent intéressantes, dit Isabella. Certains de ces documents nécessitaient le consentement du conjoint. Jonathan a fourni votre signature. Mais je ne les ai jamais signés. Exactement. Carmen a sorti une tablette et a montré à Aria plusieurs exemples de signatures. Ce sont vos signatures issues de divers documents de l'année écoulée. Regardez les différences. Aria les étudia. Certaines ressemblaient à son écriture, mais d'autres étaient clairement falsifiées. Sa véritable signature comportait une boucle distinctive dans le « absente sur plusieurs documents. Il a contrefait ma signature, murmura-t-elle. Carmen confirma cela sur les documents transférant les biens communs, ce qui signifie que ces transferts sont invalides. Isabella hocha la tête. C'est pourquoi je voulais te rencontrer. Je ne savais pas que Jonathan était marié quand j'ai commencé. Je pensais avoir affaire à un homme célibataire, un homme d'affaires sérieux. J'avais tort sur les 2 points. Alors, qu'attends-tu de moi? Je veux arranger les choses. Je veux que Jonathan assume les conséquences de ses actes. Et je veux que nous en ressortions tous les 2 plus forts qu'au départ. Aria regarda cette femme qui, sans le savoir, avait contribué à détruire son mariage, mais qui lui proposait maintenant de l'aider à reconstruire sa vie. Que avais-tu en tête? Isabella sourit et, pour la première fois, cela lui parvint aux yeux. Je crois que nous allons réaliser le pire cauchemar de ton mari. On travaille ensemble. Carmen Ari, je l'aime déjà bien. Au cours des 2 heures suivantes, ils élaborèrent un plan. Isabella aiderait Aria à rassembler tous les documents financiers prouvant la fraude de Jonathan. Carmen remplirait les documents légaux pour invalider les signatures falsifiées et récupérer la propriété légitime d'Aria. Et ensemble, ils montraient un dossier contre Jonathan qui lui assurait des conséquences civiles et pénales. Il y a encore une chose, dit Isabella alors qu'il s'apprêtait à partir. Jonathan n'est pas la seule personne qui l'a blessé. J'ai fait quelques recherches. Il a escroqué d'autres femmes. Et d'autres investisseurs. J'en ai trouvé au moins 3. Peut-être plus. Aria sentit sa colère se cristalliser en quelque chose de plus dur, de plus déterminé. Jonathan ne l'avait pas seulement trahi. Il avait fait carrière en utilisant et en rejetant les femmes. Je veux leur parler, dit-elle. J'espérais que tu dirais ça, répondit Isabella.
Parce que je pense qu'il est temps que Jonathan apprenne ce qui arrive quand ses victimes cessent d'être des victimes et deviennent des alliés. Alors qu'ils sortaient du café ensemble, Arya réalisa que quelque chose avait fondamentalement changé en elle. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait puissante. Pour la première fois depuis son mariage, elle avait l'impression de maîtriser son destin. Jonathan lui avait tout pris, mais il lui avait aussi donné par inadvertance quelque chose qu'il n'avait jamais voulu, la motivation de devenir quelqu'un qu'il ne pourrait plus jamais manipuler. La véritable bataille ne faisait que commencer. La première femme qu'Isabella avait rencontrée était Helena Vasquez, la première épouse de Jonathan. Arya savait que Jonathan était marié, mais il avait dépeint Helena comme instable, autoritaire, incapable de gérer son succès. Assise en face d'Helena dans son élégant appartement, Arya réalisait à quel point Jonathan avait menti sur tout. Helena était une architecte accomplie, posée et intelligente, avec un regard bienveillant qui rappelait à Arya sa propre mère. Elle servait du café dans de magnifiques tasses en céramique faites main et écoutait attentivement Arya expliquer la situation. « J'aurais dû te prévenir, dit Helena quand Arya eut fini. Quand j'ai appris que Jonathan se remariait, j'aurais dû te contacter. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Soupira Helena. Parce que je pensais qu'il avait peut-être changé. Parce que je ne voulais pas passer pour une ex-femme amère. Parce que j'espérais me tromper sur sa véritable identité. Que s'est-il passé avec votre mariage? Le même schéma que vous décrivez. Au début, il était merveilleux. Attentionné, encourageant, plein de grands rêves. Il m'a convaincu d'investir mes économies dans sa première entreprise. Puis, petit à petit, j'ai commencé à être exclu des décisions. Il fallait signer les papiers rapidement, sans avoir le temps de les lire. L'argent disparaissait de nos comptes communs. Avait-il une liaison? Plusieurs liaisons. Mais il était malin. Voyage d'affaires, dîner client, événements de réseautage. Il y avait toujours une raison légitime à son absence. Arya ressentit un pincement familier de reconnaissance. Comment l'as-tu découvert? Grâce à ses relevés de cartes de crédit. Il utilisait notre carte commune pour payer des hôtels, des dîners et des cadeaux. Quand je l'ai confronté, il m'a répondu que c'était pour affaires. Divertissement client. Il avait des explications pour tout. Mais on ne le croyait pas. J'en avais envie. Pendant des mois, j'ai essayé de me convaincre que j'étais paranoïaque. Mais j'ai finalement engagé un détective privé. Helena se leva et se dirigea vers un classeur dont elle sortit un épais dossier. J'avais conservé des copies de tout. Les rapports de détective privé, les dossiers financiers, les papiers du divorce. Y compris ceci. Elle tendit à Arya un document qui la glaça. C'était une demande de près de 200 000 $, signée par Helena et Jonathan. Mais la signature d'Helena était clairement falsifiée. Il a contracté des prêts sur notre maison à mon insu. Il a utilisé de faux documents. Quand je l'ai découvert, il avait déjà dépensé l'argent et nous étions menacés de saisie. Qu'avez-vous fait? J'ai demandé le divorce et porté plainte. Mais Jonathan avait de bons avocats et il a convaincu le procureur qu'il s'agissait d'un malentendu. Une dispute conjugale, pas une affaire criminelle. Il s'en est tiré. Et financièrement, j'ai presque tout perdu. La maison, mes économies, mon investissement dans son entreprise. Il m'a fallu 5 ans pour reconstruire ma vie. Arya observait le visage d'Helena, entrevoyant son propre avenir si elle était restée silencieuse. Mais elle voyait aussi autre chose, la force. Helena avait survécu à la trahison de Jonathan et s'était bâtie une vie réussie par la suite. Isabella dit qu'il y en avait d'autres. Helena hocha la tête. J'ai suivi. Après notre divorce, j'ai pris l'habitude de surveiller les activités de Jonathan. Il y a Rachel, qui a investi dans son entreprise il y a 3 ans. Et Sophie, qui lui a prêté de l'argent pour ce qu'il a qualifié de problème de trésorerie temporaire. Sont-ils prêts à parler? Je pense que oui. Surtout maintenant que nous avons quelqu'un qui peut nous aider à nous défendre légalement. Cet après-midi-là, ils ont rencontré Rachel et Sophie au bureau d'Helena. Rachel était une enseignante à la retraite qui avait investi sa pension dans l'entreprise de Jonathan après l'avoir rencontré lors d'une collecte de fonds communautaires. Sophie, une jeune entrepreneur, avait prêté 50 000 $ à Jonathan après qu'il l'eut convaincu de devenir partenaire. Les deux femmes ont raconté des histoires similaires. Jonathan avait été charmant, persuasif, plein de promesses. Il leur avait donné le sentiment d'être privilégiés, choisis, comme s'ils accédaient à un projet extraordinaire. Puis il leur avait systématiquement pris leur argent et avait disparu de leur vie. Le pire, dit Rachel,
ce n'était pas de perdre l'argent, c'était de réaliser à quel point j'avais été stupide. Avec quelle facilité j'avais été manipulé. Tu n'étais pas stupide, dit Carmen fermement. Elle les avait rejoints pour cette réunion, prenant des notes et examinant des documents. Vous étiez la cible de quelqu'un qui gagne sa vie en manipulant les gens. Il y a une différence. Carmen a raison, dit Arya. Jonathan est doué pour trouver des personnes confiantes, généreuses et accomplies. Il exploite ensuite ses qualités. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda Sophie. Isabella, restée silencieuse pendant la majeure partie de la réunion, prit enfin la parole. On renversa la situation. Jonathan a passé des années à utiliser la confiance des femmes contre elle. Il est temps qu'il comprenne ce qui arrive quand elles cessent de lui faire confiance et commencent à collaborer. Carmen étala plusieurs documents sur la table de conférence d'Elena. Voici ce que nous savons avec certitude, Jonathan a fraudé toutes les personnes présentes dans cette salle. Il a falsifié des signatures, falsifié des placements et détourné des fonds à des fins personnelles. Nous avons suffisamment de preuves pour des poursuites civiles et pénales. Mais, a expliqué Elena, nous avons déjà tenté des poursuites pénales. Le système n'a pas fonctionné. C'était différent, répondit Carmen. C'était la parole d'une femme contre la sienne. Il s'agit d'une fraude systématique impliquant de multiples victimes et des preuves documentées. Il était bien plus difficile de réduire cela à une dispute conjugale. Arya regarda autour de la table ces femmes qui avaient toutes été trahies par le même homme. Je veux faire plus que simplement récupérer notre argent. Je veux m'assurer qu'il ne puisse pas faire ça à quelqu'un d'autre. Que avais-tu en tête? Demanda Isabella. Je veux détruire sa réputation. Je veux que ses clients sachent à qui ils ont vraiment affaire. Je veux qu'il assume les conséquences de ses actes. C'est risqué, a averti Carmen. Si nous agissons trop agressivement, il pourrait tenter de cacher des biens ou de fuir. Alors, nous agirons vite, dit Arya. Combien de temps nous faudra-t-il pour rassembler tout le nécessaire pour l'affaire? 2 semaines, peut-être 3. Et pendant ce temps-là, Elena sourit. En attendant, nous planifions nos propres projets. La meilleure revanche contre quelqu'un qui a tenté de détruire votre avenir financier est de vous en construire un meilleur sans lui. J'aime ça, a dit Rachel. J'envisage de créer une entreprise de conseil pour les organisations à but non lucratif. Toutes ces années d'enseignement et de bénévolat m'ont permis d'acquérir des compétences que je n'aurais jamais imaginé monétiser. Et je développe une nouvelle application, ajouta Sophie. J'aurais besoin d'expertise en marketing. Isabella parrot pensive. J'ai du capital à investir. J'ai des relations dans le monde des affaires. Et j'ai une expertise juridique, a déclaré Carmen. Tous les regards se tournèrent vers Arya. Et toi? Demanda Elena. Que veux-tu construire? Pendant 8 ans, Arya s'était définie comme l'épouse de Jonathan. Elle avait renoncé à ses propres ambitions pour soutenir ses rêves. Elle s'était fait plus petite pour qu'il se sente plus grand. Mais assise dans cette pièce, entourée de femmes fortes et accomplies qui avaient toutes surmonté les tentatives de Jonathan pour les détruire, Arya ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Enthousiasmée par son avenir, elle a déclaré « Je veux créer une agence de marketing. Une vraie, dirigée par des gens qui se soucient réellement de la réussite de leurs clients. Je veux bâtir le genre d'entreprise que Jonathan prétendait avoir. Avec des partenaires plutôt que des victimes, a déclaré Elena. Exactement. Alors qu'ils planifiaient leurs prochaines étapes, Arya réalisa que Jonathan lui avait involontairement offert le plus beau cadeau de sa vie. En la trahissant, il l'avait forcé à découvrir sa propre force. En lui prenant tout, il lui avait ouvert la voie pour construire quelque chose de meilleur. La guerre contre Jonathan ne faisait que commencer. Mais pour la première fois depuis l'appel d'Isabella, Arya avait le sentiment qu'elle allait gagner. Elle passa la semaine suivante à mener une double vie. Pendant la journée, pendant que Jonathan était au travail, elle rencontrait Carmen, Elena et les autres, préparant leurs dossiers et planifiant leurs affaires. Le soir, elle jouait le rôle de l'épouse obéissante, préparant le dîner et écoutant Jonathan mentir sur sa journée. C'était plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Chaque fois qu'il la touchait, chaque fois qu'il lui souriait, chaque fois qu'il lui disait qu'il l'aimait, elle devait se mordre la langue pour ne pas crier. Mais elle ressentait aussi un étrange sentiment de puissance à savoir quelque chose qu'il ignorait. Jonathan ignorait totalement que son monde était sur le point de s'effondrer. Carmen s'était affairée à rassembler des preuves. Les fausses signatures n'étaient qu'un début. Elle avait découvert que Jonathan menait depuis des années une fraude sophistiquée
utilisant des sociétés écrans et de faux documents pour dissimuler ses activités. « Regarde ça », dit Carmen en étalant des documents sur la table de la cuisine d'Aria pendant que Jonathan participait à l'une de ses fausses réunions à Chicago. Il gère 3 versions différentes de son entreprise. Une qu'il montre à des investisseurs comme Isabella, une qu'il montre au fisc, et une qui reflète la réalité. Comment est-ce possible? Ce n'est pas légal, c'est sûr. Il utilise un logiciel pour créer plusieurs livres comptables, déclarant des revenus et des dépenses différents à différentes parties. Isabella a étudié les documents. Cela explique comment il a pu satisfaire les investisseurs tout en détournant des fonds à des fins personnelles. Et cela nous donne des accusations de fraude criminelle impossibles à rejeter, a ajouté Carmen. Mais il leur fallait une preuve supplémentaire. L'accès aux fichiers informatiques de Jonathan. Les enregistrements numériques prouveraient la fraude sans l'ombre d'un doute. Je peux accéder à son bureau, a déclaré Aria. Il y garde son ordinateur portable et je connais ses mots de passe. Ça pourrait être dangereux, prévint Elena. S'il t'attrape, il ne le fera pas. Il est chez Isabella ce soir, tu te souviens? Aria regarda Isabella. Tu le vois toujours? Je maintiens la relation jusqu'à ce qu'on soit prêt à déménager. C'est le meilleur moyen de suivre ses activités et de m'assurer qu'il ne se doute de rien. Aria ressentit une pointe de jalousie, ce qui la surprit. Elle ne voulait pas que Jonathan revienne, mais l'idée de le voir avec Isabella la blessait toujours. « Ça te va ?» demanda Elena en lisant son expression. « Je dois l'être, » dit Aria. « C'est étrange de travailler avec la femme qui couche avec mon mari. » Ex-mari, corrigea gentiment Isabella. À tous égards, votre mariage a pris fin le jour où il a commencé à vous mentir. Ce soir-là, alors que Jonathan était censé dîner avec des clients, Aria était assise dans son bureau, à copier des fichiers depuis son ordinateur. Ce qu'elle a découvert était pire que tout ce qu'ils avaient imaginé. Jonathan n'avait pas seulement escroqué des investisseurs et falsifié sa signature. Il avait détourné de l'argent des comptes clients, utilisant leur budget marketing pour financer ses dépenses personnelles. Il avait facturé des clients pour des travaux jamais réalisés, des services jamais fournis. Mais la pire découverte fut un dossier intitulé « Assurance personnelle ». À l'intérieur se trouvaient les profils financiers détaillés de chaque femme avec laquelle il avait été en relation, y compris Aria. Patrimoine, actifs, vulnérabilité et stratégie pour maximiser le potentiel d'extraction. Il les avait étudiés comme des proies. Il y avait un dossier sur Aria qui la rendait malade à lire. Il détaillait ses dépendances affectives et sa naïveté financière. Il prévoyait notamment de l'isoler progressivement de ses amis et de sa famille, la rendant ainsi plus dépendante de lui. Un dossier similaire concernait Isabella, soulignant son ambition et son désir de validation comme moyen de la manipuler pour obtenir des investissements plus importants. Il existait également des dossiers sur Elena, Rachel, Sophie et 2 autres femmes dont elle n'avait jamais entendu parler. Ils ont tous étudié, analysé et exploité systématiquement. Aria a tout copié sur une clé USB, les mains tremblantes de rage. Ce n'était pas une simple fraude. C'était une guerre émotionnelle, menée avec la précision d'une opération militaire. Lorsqu'elle partagea les dossiers avec les autres le lendemain, le silence retomba. « C'est un sociopathe », dit finalement Rachel. « C'est un prédateur », corrigea Elena. « Et nous allons l'arrêter. » Carmen était déjà au téléphone avec le parquet. Cela change tout. Il ne s'agit pas seulement d'une fraude, mais d'un racket. Il s'agit d'accusations fédérales. Mais Isabella observait Aria avec inquiétude. « Comment gères-tu ça ?» Aria se rendit compte qu'elle se sentait étrangement calme. « Tu sais ce qui est bizarre? Je me sens soulagé. Parce que maintenant je sais que ce n'était pas ma faute. J'ai passé 8 ans à me demander ce que j'avais fait de mal, pourquoi mon mari s'éloignait de moi, pourquoi je me sentais si isolé et perdu. Maintenant, je sais que c'était délibéré. Il me manipulait express. Ça ne rend pas la douleur moins intense, dit Sophie doucement. Non, mais ça donne du sens. Et ça me met en colère plutôt que triste. La colère est plus utile. Carmen raccroche. Le procureur veut nous rencontrer demain. Nous tous. Ils prennent ça très au sérieux. Et le timing? Demanda Elena. Quand confronterons-nous Jonathan? Non, répondit Carmen. On laisse le FBI s'en charger. Le FBI? Pourquoi la fraude? Le racket? Opère-t-il au-delà des frontières des États? C'est une affaire fédérale désormais. Ils exécuteront des mandats de perquisition à son domicile et à son bureau d'ici la fin de la semaine. Aria fut prise d'un moment de panique.
Je dois vivre avec lui jusque-là. Et s'il soupçonne quelque chose, fais comme d'habitude, dit Isabella. Agis normalement. Vous ne lui donnez aucune raison de penser que quelque chose a changé. Mais les choses avaient changé. Tout avait changé. Cette nuit-là, alors qu'Arya était allongée à côté de Jonathan, l'écoutant dormir, elle réalisa qu'elle était aux côtés d'un parfait inconnu. Non seulement quelqu'un qui lui avait menti, mais quelqu'un qui l'avait étudié, analysé ses faiblesses et les avait systématiquement exploitées. Elle repensa à la femme qu'elle avait été 8 ans plus tôt. Confiante, ambitieuse, prête à conquérir le monde. Jonathan avait méthodiquement érodé cette confiance, la rendant dépendante de son approbation, de ses décisions, de sa vision de la réalité. Mais cette femme était toujours en elle. Elle venait d'être ensevelie sous des années de manipulation. Tandis que Jonathan dormait paisiblement à ses côtés, Arya commença à planifier sa nouvelle vie. Elle sortit son téléphone et commença à faire des listes. Plan d'affaires, contacts clients, stratégie marketing. Pour la première fois depuis des années, elle pensait à son propre avenir au lieu de se contenter de soutenir les rêves des autres. Le lendemain matin, Jonathan partit au travail avec son habituel baiser et ses mensonges sur son emploi du temps. Arya le regarda s'éloigner, sachant que ce serait l'une des dernières fois où elle le reverrait libre. Au bureau du procureur, elle et les autres femmes rencontrèrent une équipe de procureurs fédéraux et d'agents du FBI. La procureure principale, une femme perspicace nommée Agent Martinez, examina leurs preuves avec un intérêt évident. C'est l'une des affaires de fraude les plus complètes que j'ai jamais vues, a déclaré Martinez. Monsieur Washington dirigeait une entreprise criminelle déguisée en entreprise légitime. Que va-t-il se passer ensuite? A demandé Helena. Nous exécutons simultanément des mandats de perquisition à son domicile, à son bureau et chez ses associés connus. Nous gelons ses avoirs et l'arrêtons pour des accusations fédérales. Quand? Demain matin. Arya sentit son cœur s'emballer. Après des semaines de planification et de préparation, c'était enfin possible. Madame Washington, dit l'agent Martinez, nous allons avoir besoin que vous soyez ailleurs lorsque nous exécuterons le mandat d'arrêt contre votre domicile. Où dois-je aller? Demanda Isabella. Reste avec moi. Il est temps que Jonathan apprenne que ses deux plus grandes victimes sont devenues des alliés. Ce soir-là, Arya a préparé un petit sac pendant que Jonathan prenait sa douche. Elle a laissé un mot sur le comptoir de la cuisine, annonçant qu'elle était partie rendre visite à ma sœur. De retour dimanche. Je t'aime, Arya. Elle n'avait pas de sœur, mais Jonathan n'avait jamais prêté suffisamment d'attention à sa famille pour s'en souvenir. En se rendant à l'appartement d'Isabella, Arya avait l'impression de se diriger vers une nouvelle vie. Demain, Jonathan se réveillerait et trouverait des agents du FBI à sa porte. Demain, ses mensonges finiraient par le rattraper. Demain, sa vraie vie commencerait. Arya regardait le journal télévisé du matin depuis le salon d'Isabella, sa tasse de café tremblant dans ses mains. Le gros titre annonçait l'arrestation d'un homme d'affaires local par des agents fédéraux, accusé de fraude, de détournement de fonds et de racket. La photo de Jonathan occupait l'écran, suivie d'images d'agents transportant des cartons hors de son bureau. Jonathan Washington, propriétaire d'une agence de marketing, a été arrêté ce matin pour des accusations fédérales. C'est ce que disait le journaliste. Isabella était assise à côté d'elle, tout aussi fascinée. « Comment te sens-tu » Arya réfléchit à la question. Elle ressentait du soulagement, de la colère, de la satisfaction, et quelque chose d'autre qu'elle ne parvenait pas à identifier. La liberté, peut-être. J'ai l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Son téléphone n'avait pas arrêté de sonner toute la matinée. Amis, voisins, et même d'anciens clients de Jonathan qui avaient vu la nouvelle. Carmen l'a appelé pour l'informer de l'avancement de la procédure judiciaire. Elle a indiqué qu'il était détenu sans caution. Le juge a estimé qu'il risquait de l'ampleur de la fraude. Et nos biens, la maison, tout est gelé en attendant les résultats de l'enquête. Mais ne vous inquiétez pas, nous récupérons ce qui vous revient de droit. Au cours des semaines suivantes, alors que l'affaire de Jonathan faisait la une des journaux et que ses victimes se manifestaient, Arya s'est investie dans la création de sa nouvelle entreprise. Helena avait proposé un espace de bureau temporaire dans son cabinet d'architecture, et petit à petit, Arya a commencé à contacter des clients potentiels. Sa première percée est venue d'une source inattendue. L'un des anciens clients de Jonathan, une association d'aide aux vétérans sans-abri, s'était retrouvé dans une situation difficile lorsque son arrestation a fait dérailler sa campagne de financement. Nous ne savons plus quoi croire.
a confié James, le directeur, à Arya autour d'un café. Jonathan s'occupait de notre marketing, et maintenant nous ne savons plus si le travail était réellement effectué. Arya a examiné leur campagne précédente et a découvert que Jonathan leur facturait des services jamais fournis, utilisait des photos d'archives au lieu d'éléments graphiques personnalisés et gonflait considérablement ses horaires. « Je peux arranger ça, dit-elle à James. Et je peux le faire pour la moitié du prix que Jonathan te demandait. Pourquoi nous aiderais-tu? N'es-tu pas sa femme? Je suis sa victime, corrigea Arya. Et vous aider m'aide à reconstruire ma réputation dans ce secteur. En un mois, Arya a non seulement sauvé la campagne de financement de l'association, mais a même dépassé ses objectifs de 200%. La nouvelle s'est rapidement répandue dans la communauté associative, et elle a rapidement eu plus de clients qu'elle ne pouvait en gérer seule. C'est alors qu'elle a proposé à Rachel et Sophie de former un partenariat. « J'ai besoin d'aide », a admis Arya lors d'un dîner chez Elena. « J'ai trop de travail, mais je ne veux pas me contenter d'embaucher des employés. Je recherche des partenaires. Des gens qui comprennent ce que signifie construire quelque chose de concret. » Rachel, qui développait son activité de conseil à but non lucratif, a immédiatement été intéressée. « Je pourrais gérer la stratégie et la planification pendant que vous vous concentreriez sur la création et la mise en œuvre. » Les compétences de Sophie en développement d'applications compléteraient parfaitement leurs services. Nous pourrions proposer des solutions numériques complètes. Marketing, stratégie et technologie réunies sous un même toit. Isabella, qui suivait leur projet de prêt, a fait une offre qui a surpris tout le monde. « Je veux investir. Pas seulement de l'argent, mais aussi de l'expertise. J'ai des relations d'affaires et une expérience qui pourraient vous aider à accélérer votre croissance. » Pourquoi? Demanda Arya. Tu nous connais à peine. Car Jonathan m'a appris quelque chose d'important, le meilleur moyen d'éviter d'être une victime est de s'entourer de personnes fortes et indépendantes. Vous trois, vous construisez quelque chose de concret, d'honnête. Je veux y participer. En 3 mois, Washington Rodriguestian Consulting a été officiellement constitué, avec Arya, Rachel et Sophie comme associées à parts égales et Isabella comme principale investisseuse et conseillère d'affaires. Leur premier client important était une chaîne de restaurants cherchant à reconstruire son image après un scandale. La propriétaire, Maria Santos, avait été escroquée par son ancienne agence de marketing et hésitait à faire confiance à quelqu'un de nouveau. « Comment puis-je être sûr que vous ne disparaîtrez pas avec mon argent comme la dernière agence ?» demanda Maria lors de leur première rencontre. « Parce que nous sommes tous passés par là, » répondit Arya. « Nous savons ce que l'on ressent lorsqu'on est trahi par quelqu'un en qui on avait confiance. Nous avons créé cette entreprise spécifiquement pour qu'elle soit le type d'entreprise que nous aurions souhaité avoir en cas de besoin. » La campagne de restauration a connu un succès retentissant, entraînant une augmentation des ventes de 40% et plusieurs prix du secteur. Plus important encore, elle a établi la réputation d'une entreprise performante tout en traitant ses clients avec respect et transparence. À mesure que leur clientèle s'allongeait, Arya s'est retrouvée à travailler plus longtemps que jamais depuis son mariage, mais elle en savourait chaque instant. Elle construisait une entreprise qui lui appartenait véritablement, avec des partenaires qui respectaient sa contribution et des clients qui valorisaient son expertise. 6 mois après l'arrestation de Jonathan, Arya figurait en couverture du magazine économique local, l'une des entrepreneuses montantes de la ville. L'article relatait son parcours, de victime de fraude à entrepreneuse prospère, inspirant d'autres femmes confrontées à des difficultés similaires. Mais la véritable confirmation est venue d'une source inattendue. Elena lui a montré une lettre arrivée au cabinet d'architecture. Elle émanait d'une femme de Seattle, lui a-t-elle expliqué. Elle a vu l'article sur vous et a voulu partager son histoire. Son mari a fait quelque chose de similaire à ce que Jonathan nous a fait. La lettre était déchirante, mais aussi pleine d'espoir. Lisa avait découvert la fraude de son mari après avoir lu le cas d'Arya. Elle collaborait désormais avec les autorités locales pour monter un dossier contre lui. « Tu m'as épargné des années de manipulation », avait écrit Lisa. « Merci de m'avoir montré que je n'avais pas à être une victime. » Ce soir-là, Arya était assise dans son nouvel appartement, un bel espace qu'elle avait choisi et meublé, et repensait au chemin qui l'avait amenée ici. La trahison de Jonathan avait été dévastatrice, mais aussi libératrice. Cela l'avait forcée à découvrir des forces qu'elle ignorait et à se construire une vie qui lui appartenait entièrement. Son téléphone vibra, un SMS de Carmen lui avait été envoyé.
l'audience de détermination de la peine de Jonathan aura lieu le mois prochain. Prévois-tu d'y assister? Arya réfléchit à la question. Une part d'elle-même voulait être là, le voir assumer les conséquences de ses actes. Mais une part plus importante d'elle-même était prête à tourner la page. Elle lui répondit, « J'y réfléchirai. » Mais au moment même où elle envoyait le message, Arya réalisa qu'elle connaissait déjà la réponse. Elle avait passé trop d'années de sa vie à se préoccuper des choix de Jonathan. Elle n'allait pas recommencer maintenant. Elle avait mieux à faire de son temps. Elle avait une entreprise à gérer, des partenaires à soutenir et un avenir à construire. Un avenir qui lui appartenait entièrement. On frappa à la porte du bureau d'Arya un jeudi après-midi de fin d'automne. Elle leva les yeux de la proposition marketing qu'elle examinait et vit Isabella debout dans l'embrasure de la porte, l'air inhabituellement nerveux. « Tu as une minute ?» demanda Isabella. « Il y a quelque chose que je dois te dire. » Arya désigna la chaise en face de son bureau. Au fil des mois, depuis qu'elles travaillaient ensemble, elle et Isabella avaient développé une amitié improbable. C'était étrange de tisser des liens avec la femme qui avait couché avec son mari, mais elles avaient plus en commun qu'elles ne l'avaient imaginé. « Qu'est-ce passait-il » demanda Arya. Isabella s'assit et prit une profonde inspiration. « Jonathan m'a contacté depuis la prison. Arya sentit son estomac s'énuire. Que voulait-il? Il voulait conclure un marché. Il dit avoir des informations sur d'autres personnes impliquées dans ces manigances. Des poissons plus gros, apparemment. Et alors? Il veut que je l'aide. Il prétend que j'étais son associé, pas seulement sa victime. Il pense que si nous présentons un front uni, nous pourrions tous deux obtenir des peines plus légères. » Arya la fixa du regard. « S'il vous plaît, dites-moi que vous n'y pensez pas. » « Bien sûr que non. Mais il y a plus. » Isabella sortit son téléphone et montra à Arya une série de SMS. « Il a demandé à quelqu'un de me contacter en son nom. Quelqu'un qui travaille toujours avec lui. » Les messages provenaient d'un numéro inconnu, mais le ton était clairement menaçant. Quelqu'un faisait pression sur Isabella pour qu'elle modifie son témoignage, insinuant qu'il serait regrettable qu'elle continue à coopérer avec les procureurs. « Avez-vous montré ces messages à Carmen? C'est ma prochaine étape. » « Mais Arya, je pense que tu devrais savoir, ils ont parlé de toi aussi. » Le sang d'Arya s'est glacé. Qu'ont-ils dit? « Ils sont au courant de tes affaires. Ils sont au courant de notre partenariat. Ils laissent entendre que si nous ne coopérons pas avec Jonathan, ils pourraient causer des problèmes à Washington Rodriguez Gene Consulting. » Quel genre de problème? Ceux qui pourraient détruire tout ce que nous avons construit. Arya sentit la peur familière s'insinuer en elle, le même sentiment d'impuissance qu'elle avait éprouvé durant son mariage. L'espace d'un instant, elle fut tentée de céder, de protéger l'entreprise et la vie qu'elle avait tant travaillé à créer. Puis elle se souvint de ce qu'elle était devenue. « Qu'ils essaient » dit-elle fermement. Isabella parut surprise. « Arya, ils pourraient nous ruiner. »« Non, ils ne peuvent pas. Savez-vous pourquoi? Parce que nous ne faisons rien de mal. Notre entreprise est légitime. Nos clients nous font confiance et notre réputation repose sur l'honnêteté et les résultats. Le pouvoir de Jonathan provenait du mensonge et de la manipulation. La vérité est notre meilleure arme. » Isabella observa son visage. « Tu as vraiment changé, n'est-ce pas? Je suis devenu celui que j'étais censé être depuis le début. » Cet après-midi-là, ils ont rencontré Carmen et l'agent Martinez pour discuter des menaces. Le FBI était très intéressé par la tentative de Jonathan d'intimider des témoins depuis la prison. « Cela renforce réellement notre dossier », a expliqué Martinez. « Cela démontre une activité criminelle continue et un comportement d'intimidation. Nous pouvons nous en servir pour renforcer sa condamnation. » Mais qu'en est-il des menaces qui pèsent sur notre entreprise? Demanda Isabella. « Nous allons mettre en place un système de surveillance et de contrôle. Si quelqu'un tente de s'immiscer dans votre entreprise, nous le saurons immédiatement. Et pendant ce temps-là, vous continuez comme avant. Vous gérez votre entreprise, servez vos clients et refusez de vous laisser intimider. » Mais les menaces se sont intensifiées au cours des semaines suivantes. Quelqu'un a publié de faux avis négatifs sur son entreprise en ligne. Quelques clients potentiels ont reçu des appels anonymes les mettant en garde contre des associations criminelles avec Washington Rodriguez Gene Consulting. Rachel et Sophie étaient inquiètes. « Peut-être devrions-nous rester discrets jusqu'à la condamnation de Jonathan » suggéra Rachel lors d'une réunion d'associés. « Absolument pas » répondit Arya. « C'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on se cache, qu'on fasse semblant d'avoir honte.
Mais si la situation empire, on s'en occupe. Ensemble. Le point de rupture est survenu lorsque quelqu'un s'est introduit dans leur immeuble et a vandalisé leur suite. Rien n'a été volé, mais des dossiers ont été dispersés, des ordinateurs ont été endommagés et un message a été tagué sur le mur. Arrêtez de parler ou payez le prix. C'est alors qu'Aria a décidé de passer à l'offensive. Elle a convoqué une conférence de presse le lendemain, invitant les médias locaux à se rendre dans leurs locaux vandalisés. Debout au milieu des ruines, entourée de ses partenaires et soutenue par des agents du FBI, elle a fait une déclaration qui serait reprise dans les journaux de tout le pays. Je m'appelle Aria Washington et je suis une survivante de fraude et de manipulation familiale. Pendant des années, j'ai gardé le silence sur ce que mon ex-mari m'avait fait subir, à moi et à d'autres femmes. Mais le silence ne protège que les prédateurs. Elle a fait un geste vers le bureau vandalisé autour d'elle. Voilà ce qui arrive lorsque les criminels se sentent menacés par la vérité. Mais nous ne nous laisserons pas intimider. Nous ne nous laisserons pas réduire au silence. Et nous ne laisserons pas la peur nous empêcher de construire quelque chose de bien. L'histoire est devenue virale en quelques heures. Le téléphone d'Aria sonnait sans cesse, avec des demandes d'interview de la part des médias nationaux. L'histoire avait tout pour lui. Fraude, trahison, femme forte qui ripostait et une entreprise née des cendres de la tromperie. Mais surtout, la publicité a eu un effet inattendu. Au lieu de faire fuir les clients, elle les a attirés. Des entreprises dirigées par des femmes, des associations à but non lucratif et des sociétés valorisant l'intégrité ont contacté Isabella, souhaitant collaborer avec une société qui avait prouvé qu'elle ne se laissait ni acheter ni intimider. En un mois, Washington Rodriguestian Consulting avait doublé sa clientèle et recevait des appels de clients potentiels dans tout le pays. L'auteur des menaces a tenté une dernière fois de contacter Isabella. Mais cette fois, le message était différent. Nous vous avions sous-estimé. C'est terminé. L'agent Martinez a confirmé que le complice de Jonathan avait été arrêté et coopérait désormais avec les autorités en échange d'une peine plus légère. C'est fini, leur dit Martinez. Jonathan n'a plus d'alliés, plus aucun moyen de vous faire du mal. Mais pour Aria, c'était fini depuis qu'elle avait décidé de riposter au lieu de se cacher. Elle avait appris quelque chose d'important sur le pouvoir. On ne pouvait pas le lui enlever, on le donnait. Et elle ne le donnerait plus jamais. Debout dans leur bureau rénové, regardant le prix qu'ils venaient de recevoir pour leur contribution exceptionnelle à la communauté, Aria réalisa que la plus grande erreur de Jonathan n'avait pas été de sous-estimer le système judiciaire ou le FBI. C'était la sous-estimer. La salle d'audience était bondée le jour de la condamnation de Jonathan. Aria était assise au premier rang, entourée d'Elena, Rachel, Sophie et Isabella. Elle avait finalement décidé d'assister au procès, non pas pour le bien de Jonathan, mais pour tourner la page. Jonathan paraissait plus petit que dans ses souvenirs, affaibli par des mois de prison et le poids de ses crimes. Lorsqu'il fut conduit dans la salle d'audience, enchaîné, il parcourut la galerie du regard jusqu'à ce que son regard croise le sien. Pendant un instant, elle aperçut une lueur de l'homme qu'elle avait aimé, mais elle fut vite remplacée par quelque chose de désespéré et de calculateur. Le procureur exposa l'étendue des crimes de Jonathan, 14 victimes, plus de 2 millions de dollars de fraude, des années de manipulation systématique et de violence psychologique. Les preuves étaient accablantes et les tentatives de Jonathan pour minimiser ses actes n'ont fait qu'empirer les choses. Au moment des déclarations des victimes, Elena a pris la parole la première. « Jonathan Washington ne m'a pas seulement volé mon argent, a-t-elle dit d'une voix ferme et assurée. Il m'a volé des années de ma vie. Il m'a fait remettre en question mon propre jugement, ma propre valeur. Mais il m'a aussi appris quelque chose de précieux. Survivre à la tentative de destruction de quelqu'un vous rend plus fort que ce que l'on aurait pu imaginer. » Rachel a raconté comment la fraude de Jonathan avait failli lui coûter sa retraite. Sophie a parlé des rêves qu'il avait brisés et de la confiance qu'il avait trahie. Quand ce fut le tour d'Isabella, elle surprit tout le monde. « Je suis arrivée là-dedans en tant que complice de Jonathan, même si je ne le savais pas, » dit-elle. « J'étais tellement concentrée sur ce que je pensais pouvoir gagner de lui que j'ai ignoré les signaux d'alarme. Mais cette expérience m'a appris la différence entre un partenaire et un prédateur. Un véritable partenaire vous élève. Un prédateur vous rabaisse pour se sentir plus grand. » Finalement, ce fut le tour d'Aria. Elle avait préparé une déclaration, mais debout à la tribune, regardant Jonathan, elle décida de parler avec son cœur. « Jonathan, tu as passé 8 ans de notre mariage à me rabaisser.
Tu m'as convaincu que j'étais trop faible pour affronter le monde réel, trop naïf pour comprendre les affaires, trop émotif pour prendre des décisions importantes. Tu m'as isolé de mes amis, exclu de nos décisions financières et rendu complètement dépendant de ta version de la réalité. Jonathan semblait mal à l'aise, s'agitant sur son siège pendant qu'elle parlait. Mais tu as commis une erreur cruciale. Tu as cru que me rendre dépendant me rendait faible. Au lieu de cela, cela m'a rendu désespéré. Et les désespérés se battent plus durement que les personnes aisées. Elle se tourna vers la galerie, s'adressant aux autres victimes et aux médias qui avaient rempli la salle d'audience. On ne peut pas détruire quelqu'un qui refuse de rester détruit. On ne peut pas manipuler quelqu'un qui cesse de croire à nos mensonges. Et on ne peut pas contrôler quelqu'un qui a bâti son propre pouvoir. Lorsqu'elle s'est assise, la salle d'audience était complètement silencieuse. Le juge a condamné Jonathan à 12 ans de prison fédérale, suivi de 5 ans de liberté surveillée. Il devait également verser une indemnisation intégrale à ses victimes et se voyait interdire toute activité financière ou marketing sans l'autorisation du tribunal. Tandis qu'on l'emmenait, Jonathan regarda une dernière fois Aria. Cette fois, elle ne vit qu'une inconnue. Devant le tribunal, les journalistes se pressèrent autour du groupe de femmes, les interrogeant sur leurs projets et leurs messages aux autres victimes de crimes similaires. « Notre message est simple », déclara Aria aux caméras. « Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas faible et vous n'êtes pas défini par ce que quelqu'un d'autre vous a fait. Vous êtes défini par ce que vous faites ensuite. » L'histoire a fait la une des journaux nationaux et Aria s'est retrouvée à devenir la porte-parole inattendue des victimes de fraude et des femmes qui reconstruisent leur vie après un abus financier. Mais la véritable victoire est arrivée 6 mois plus tard, lorsque Washington Rodriguez Gene Consulting a ouvert son deuxième bureau à Chicago, avec un projet d'expansion dans 3 autres villes. L'entreprise avait également lancé une branche à but non lucratif, proposant des services de conseil gratuits aux organisations venant en aide aux victimes de violences conjugales et financières. Aria était dans son bureau, en train d'examiner les demandes d'inscription à leur programme d'aide aux victimes, lorsque Carmen a appelé pour lui annoncer la nouvelle. « Je viens d'avoir des nouvelles du parquet », a déclaré Carmen. Les paiements de restitution de Jonathan ont commencé à arriver. Vous devriez recevoir votre premier chèque d'ici une semaine. Combien? De quoi payer vos frais juridiques et verser un acompte pour la maison que vous convoitez. Aria était locataire depuis son divorce, souhaitant être sûre de pouvoir se permettre sa nouvelle vie avant de faire des achats importants. La maison qu'elle convoitait était plus petite que celle qu'elle partageait avec Jonathan, mais elle lui appartenait entièrement. Carmen, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Penses-tu que je suis la même personne qu'il y a 2 ans? Carmen resta silencieuse un instant. Frenchman? Non. La femme que je connaissais il y a 2 ans était gentille, intelligente et compétente, mais elle se cachait aussi. Elle se faisait plus petite pour s'intégrer dans la vie de quelqu'un d'autre. Et maintenant, tu prends toute la place que tu mérites. Vous construisez au lieu de simplement soutenir. Vous menez au lieu de simplement être. Weaver se soit assise dans son appartement et examinait le business plan de leur 3e extension de bureau. Rachel et Sophie travaillaient toutes 2 tard chez elles, finalisant des propositions pour de nouveaux clients. Isabella était à New York, en réunion avec des investisseurs potentiels pour un nouveau fonds de capital risque destiné aux entreprises dirigées par des femmes. Elles avaient toutes bâti quelque chose de magnifique sur les cendres de la trahison de Jonathan. Le téléphone d'Aria vibra, un SMS de Gabriel Martinez, le frère de Carmen, avec qui elle sortait depuis quelques mois. C'était un architecte qui travaillait pour le cabinet d'Elena, un homme gentil et doux qui encourageait ses ambitions au lieu de les freiner. Un dîner demain soir? Je veux être au courant de tes projets d'expansion à Chicago. Elle sourit en répondant « oui ». Et j'ai des nouvelles de la maison. Pour la première fois depuis des années, Aria était enthousiaste quant à son avenir. Non seulement professionnellement, mais aussi personnellement. Elle apprenait à faire confiance à nouveau. Mais surtout, elle apprenait à se faire confiance. Jonathan avait tenté d'écrire l'histoire de sa vie, en la plaçant comme un personnage secondaire dans son récit. Mais elle avait repris la plume. Elle écrivait désormais sa propre histoire, et celle-ci allait connaître une fin bien différente de celle qu'il avait prévue. 2 ans après la condamnation de Jonathan, Aria se tenait dans la salle de conférence de leur nouveau bureau à Denver, contemplant l'horizon en attendant le début de leur réunion mensuelle avec les associés. Washington Rodriguez Consulting avait connu une croissance dépassant ses rêves les plus fous,
avec des bureaux dans 5 villes et une équipe de 43 employés. Mais surtout, ils avaient aidé des centaines d'entreprises à se reconstruire après une fraude, soutenu des dizaines d'organismes à but non lucratif dans la réalisation de leurs objectifs et fourni des services gratuits à plus de 200 victimes d'abus financiers. Tu as l'air pensive, dit Rachel en la rejoignant à la fenêtre. Je pensais justement à quel point tout est différent maintenant. Différent en quoi? Il y a 2 ans, je croyais que ma vie était finie. Je pensais que Jonathan m'avait pris tout ce qui comptait. Maintenant, je réalise qu'il vient de préparer le terrain pour quelque chose de mieux. Sophie entra dans la salle de conférence avec son ordinateur portable et une pile de papier. Désolé pour mon retard. J'étais en communication avec notre bureau de Seattle. Nous venons de décrocher le contrat avec Morrison Hotel. C'est énorme, a déclaré Rachel. Morrison Hotel était une chaîne nationale qu'il fréquentait depuis des mois. Isabella les a rejoints par appel vidéo depuis son bureau de New York. Elle s'y était installée l'année précédente pour lancer son fonds d'investissement, spécifiquement dédié aux entreprises dirigées par des femmes en reconstruction après un traumatisme financier. J'ai une bonne nouvelle, a annoncé Isabella. La Fondation Peterson a approuvé notre demande de subvention. Nous obtiendrons 2 millions de dollars pour étendre notre programme d'aide aux victimes. Aria sentit les larmes lui monter aux yeux. La subvention de la Fondation Peterson leur permettrait d'aider les victimes d'abus financiers dans tout le pays, en fournissant des services gratuits de conseil juridique et commercial aux femmes qui reconstruisent leur vie. Il y a autre chose, poursuivit Isabella. Ils souhaitent qu'Aria prenne la parole lors de leur conférence annuelle. La conférence est diffusée à l'échelle nationale. De quoi parlerai-je? De votre histoire. Notre histoire. Comment les victimes peuvent devenir des gagnantes. Après la réunion, Aria s'est rendue dans sa nouvelle maison, une belle demeure de style artisanal avec un jardin qu'elle apprenait à entretenir et un bureau où elle pouvait travailler en toute tranquillité. C'était plus petit que la maison qu'elle partageait avec Jonathan, mais elle lui semblait infiniment plus grande, car elle lui appartenait entièrement. Le camion de Gabriel était garé dans l'allée et elle le trouva dans la cuisine en train de préparer le dîner. Ils vivaient ensemble depuis 6 mois maintenant, et Aria était encore étonnée de constater à quel point cette relation était différente de son mariage. Gabriel encourageait ses ambitions, célébrait ses succès et ne lui donnait jamais l'impression de devoir choisir entre l'amour et l'indépendance. Lorsqu'elle travaillait tard, il la soutenait. Lorsqu'elle voyageait pour affaires, il était fier. Lorsqu'elle était confrontée à des décisions difficiles, il l'écoutait sans chercher à prendre le dessus. « Comment s'est passée la réunion ?» demanda-t-il en l'embrassant tandis qu'elle entrait dans la cuisine. « Nous avons obtenu la bourse de la Fondation Peterson. C'est incroyable. On devrait fêter ça. Nous, Gabriel Surratt. Votre réussite est la nôtre. Je suis fier de ce que vous avez construit. » Au cours du dîner, Gabriel a partagé des nouvelles de son propre travail. Le cabinet d'architecture d'Elena s'était associé à son entreprise de construction durable pour un projet de création de logements abordables pour les femmes sortant d'une relation violente. Nous l'appelons Phoenix Homes, a-t-il expliqué, parce qu'il s'agit de renaître des cendres d'un traumatisme pour construire quelque chose de nouveau. J'adore ça, dit Aria. En parlant de Phoenix, Elena a appelé plus tôt. Elle voulait nous informer que la première audience de libération conditionnelle de Jonathan avait été refusée. Gabriel observe a son visage. Qu'en penses-tu? Soulagé? Je crois. Je n'ai plus peur de lui, mais je suis contente qu'il assume pleinement les conséquences de ses actes. Et s'il finit par s'en sortir? Aria réfléchit à la question. Puis il se retrouve dans un monde où ses victimes ont réussi leur vie sans lui. Là où nous avons aidé d'autres femmes à éviter ce genre de manipulation. Là où son pouvoir de blesser les gens a été définitivement brisé. Cette nuit-là, alors que Gabriel dormait à ses côtés, Aria resta éveillée, repensant au voyage qui l'avait amenée ici. Elle repensa à la femme qu'elle avait été durant son mariage, petite, dépendante, toujours en quête d'approbation. Puis elle repensa à celle qu'elle était désormais, confiante, accomplie, entourée de gens qui valorisaient sa force plutôt que sa soumission. La transformation n'avait pas été facile. Il y avait eu des nuits où elle pleurait d'épuisement, des jours où elle doutait de ses capacités, des moments où elle se demandait si elle était assez forte pour construire la vie qu'elle désirait. Mais elle avait persévéré, soutenue par des femmes qui comprenaient son combat et motivée par la certitude que chaque succès était une victoire, non seulement pour elle, mais pour toutes les femmes à qui on avait dit qu'elles étaient trop faibles, trop naïves,
trop émotive pour réussir seule. Son téléphone vibra, un SMS de Carmen lui avait été envoyé et elle a pris la subvention de la Fondation Peterson. « Je suis tellement fière de toi. Tu te souviens quand tu croyais que ta vie était finie ?» Arya m'a répondu, « Ça fait une éternité. Un café demain ?» Toujours. Alors qu'elle s'endormait, Arya réalisa que Jonathan avait raison sur un point. Elle avait été trop confiante, trop disposée à laisser quelqu'un d'autre décider de sa vie. Mais il avait eu tort sur ce que cela signifiait. Cela ne signifiait pas qu'elle était faible. Cela signifiait qu'elle croyait en l'amour, en la collaboration et aux rêves partagés. La différence, c'est qu'elle avait appris à faire confiance à ceux qui le méritaient, à nouer des partenariats avec ceux qui la respectaient et à partager ses rêves avec ceux qui souhaitaient sa réussite. Jonathan avait tenté d'écrire son histoire comme une tragédie. Au lieu de cela, elle l'avait transformée en triomphe. Et le meilleur, c'est qu'elle ne faisait que commencer. 5 ans après cet appel téléphonique d'Isabella qui avait changé sa vie, Arya se tenait à la tribune du National Convention Center, observant un public de 3000 femmes entrepreneurs, survivantes et militantes. La conférence annuelle de la Fondation Peterson était devenue le plus grand rassemblement du genre, et Arya avait été invitée comme conférencière principale. Au premier rang étaient assises les femmes qui avaient changé sa vie. Elena, aujourd'hui architecte de renommée nationale, dont le cabinet est spécialisé dans l'hébergement sécurisé des victimes de maltraitance. Rachel, dont le cabinet de conseil à but non lucratif a aidé des centaines d'organisations à améliorer leur impact. Sophie, dont l'entreprise technologique a été rachetée par une grande entreprise pour 50 millions de dollars. Et Isabella, dont le fonds d'investissement avait contribué au lancement de plus de 200 entreprises dirigées par des femmes. Carmen était assise avec Gabriel, qui avait surpris Arya 6 mois plus tôt avec une demande en mariage qui l'avait fait pleurer de joie. Ils se marieraient à l'automne dans le jardin de la maison qu'ils avaient achetée ensemble. Une maison où elle se sentait en sécurité, valorisée et libre d'être pleinement elle-même. Il y a 5 ans, commençait Arya. Je pensais que ma vie touchait à sa fin. Je venais d'apprendre que mon mari, avec qui j'étais marié depuis 8 ans, me trompait systématiquement, me manipulait et menait une double vie. Je pensais avoir tout perdu. Le public était silencieux, suspendu à chaque mot. Mais je n'avais pas tout perdu. J'avais perdu l'illusion d'être faible, impuissante et dépendante de l'approbation des autres. Et perdre cette illusion a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Elle a raconté son histoire. L'appel d'Isabella, la découverte de la fraude de Jonathan, la décision de riposter plutôt que d'accepter le statut de victime. Elle a parlé de la création d'une entreprise avec d'autres survivantes, de l'apprentissage de la confiance, de la découverte de forces qu'elle ignorait. La chose la plus importante que j'ai apprise, a-t-elle dit, c'est qu'on ne peut pas être diminué par les actions d'autrui, sauf si on le choisit. On ne peut pas être défini par ce qu'on nous a fait. On ne peut être défini que par ce que l'on fait ensuite. L'ovation debout a duré 5 minutes. Après son discours, Arya était entourée de femmes qui souhaitaient partager leurs histoires, demander des conseils ou simplement dire merci. Une jeune femme à peine sortie de l'université s'est approchée, les larmes aux yeux. « Mon petit ami fait exactement ce que ton ex-mari t'a fait », m'a-t-elle dit. « Il m'isole, contrôle mes finances, me fait me sentir stupide de vouloir poursuivre ma carrière. Je pensais que c'était normal. Je pensais que c'était de l'amour. Ce n'est pas de l'amour, dit doucement Arya. L'amour vous construit. L'amour nourrit vos rêves. L'amour vous fait sentir plus fort et non plus faible. Que dois-je faire? Ce que j'aurais dû faire des années plus tôt? Fais-toi confiance. Tu sais déjà que quelque chose ne va pas, sinon tu ne serais pas là à me parler. 6 mois plus tard, Arya recevait une lettre de cette même jeune femme. Elle avait quitté son petit ami autoritaire, obtenu ses études et créé sa propre entreprise. Elle prospérait. Washington Rodriguestian Consulting était devenue une entreprise nationale comptant 12 bureaux et plus de 200 employés. Leur programme d'aide aux victimes avait aidé plus de 5000 femmes à reconstruire leur vie après des abus financiers. Le fonds d'investissement d'Isabella était devenu l'un des plus prospères du pays, avec un portefeuille de plus de 500 millions de dollars. Mais la plus belle victoire est survenue un mardi matin, lorsque Carmen a appelé pour annoncer une nouvelle qui a fait rire Arya aux éclats. Le dernier appel de Jonathan a été rejeté, a rapporté Carmen. Il purgera l'intégralité de sa peine. Mais ce n'est pas le meilleur. Le plus beau dans tout ça, le juge a inclus une note dans sa décision.
Il a déclaré que les crimes de Jonathan étaient aggravés par le fait que ses victimes s'étaient non seulement rétablies, mais avaient aussi mis leur expérience au service d'autrui. Il vous a qualifié, vous et les autres, d'inspiration pour le système judiciaire. Ce soir-là, Arya était assise dans son jardin avec Gabriel, regardant le coucher du soleil tout en planifiant leur mariage. Ils parlaient de leur avenir commun, de leurs rêves communs, de leurs espoirs pour la famille qu'ils voulaient fonder. « Tu penses parfois à lui ?» demanda Gabriel. À propos de Jonathan, parfois, à voix Arya. Mais pas comme avant. Je pensais à lui avec colère, douleur ou peur. Maintenant, quand je pense à lui, je ressens surtout de la gratitude. Reconnaissant, il m'a appris ce que je ne voulais pas. Il m'a montré la différence entre contrôle et amour, entre manipulation et partenariat. Il m'a forcé à découvrir ma propre force. Et maintenant, je sais qui je suis. Je sais de quoi je suis capable. Je sais ce que je mérite. Elle prit la main de Gabriel, regardant la bague de fiançailles qui représentait une promesse bien différente de celle qu'elle avait faite 8 ans plus tôt. Et je connais la différence entre un homme qui veut me rabaisser et un homme qui veut construire une vie avec moi. Alors qu'ils étaient assis ensemble dans le jardin qu'elle avait planté, entourés de la vie qu'elle avait construite, Arya réalisa que le plus grand échec de Jonathan n'avait pas été de se faire prendre. C'était d'avoir sous-estimé la femme qu'il avait tenté de détruire. Il avait cru que lui prendre tout lui laisserait sans rien. Au contraire, cela lui avait ouvert la voie pour construire quelque chose de meilleur que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Elle n'avait pas seulement survécu à sa trahison, elle l'avait transformée en triomphe. Et cela, pensa Arya tandis que Gabriel lui serrait la main et qu'il regardait les étoiles apparaître dans le ciel qui s'assombrissait, était la plus douce victoire de toutes.